Bonjour à tous, il est 10 heures, les cloches viennent de sonner. Nous avons un petit peu avancé l'heure habituelle de notre Facebook Live qui est 11 heures traditionnellement. J'espère que vous avez pu nous rejoindre quand même. On va de toute façon être content de vous voir arriver petit à petit. C'est une session qui durera 1 heure et que j'ai le plaisir d'assurer avec vous, avec Stéphane Hautecoeur, maire adjoint à la sécurité et à la circulation. Et qui a beaucoup travaillé aussi sur les élections. Alors, je profite pour dire à l'évidence que nous ne parlerons pas des élections présidentielles, sauf pour la partie matérielle, puisque la commune est chargée de l'organisation. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas, mais évidemment, rien sur le fond de la présidentielle, l'élection présidentielle, dont le deuxième tour est demain, comme vous le savez. Par ailleurs, nous avions prévu plusieurs sujets spontanés, puisque dans les affaires communales exclusivement, la période récente était importante avec le vote du budget 2022. Donc, nous avons déjà communiqué sur ce sujet dans le bulletin municipal, mais nous sommes ouverts à toute question sur ce point. Il y a également eu un document sur la sécurité civile. C'est un document d'information préventive. Je répète, information préventive, et j'expliquerai à nouveau ce terme tout à l'heure, sur la procédure en cas de difficulté nucléaire que personne ne souhaite. C'est une procédure qui concerne la distribution de comprimés d'iode par la commune. Et nous étions bien sur l'information préventive, je pense que c'est assez clair. Et puis il y a également, bien entendu, les possibilités de parler de l'actualité, des actualités de la commune à votre convenance. Voilà, je propose à Stéphane de me dire s'il y a déjà des questions. Aucune question. Donc je vais commencer sur le budget. Alors traditionnellement, vous avez déjà des éléments d'information, mais il faut toujours compléter si nécessaire. Le budget 2022 est un budget de maturité par rapport à l'exercice 2020 qui était le premier du mandat en cours 2020-2026. Pour l'équipe actuelle, c'est aussi un budget de milieu de période, puisqu'on peut se rappeler que l'équipe s'est constituée en 2018 compte tenu des élections anticipées. Donc nous sommes finalement sur une période, c'est un peu particulier de dire ça, mais sur une période de 8 ans, 2 ans plus 6, on est au milieu du gué. Et bien sûr, nous devons toujours la lumière sur ce qui a déjà été fait et ce qui va être fait. Ça, c'était le contexte. C'est pour ça que nous avons rappelé que, suite au Covid, la priorité est bien de reconstituer notre haut niveau de service à la population au quotidien. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui fait la marque de notre équipe depuis 2018. Le deuxième point, c'est que par contre, nous nous sommes engagés sur 6 grands projets sur le mandat 2020-2026 et nous avons un tableau de bord, un tableau de marche sur ces 6 grands projets qu'il est important de vous faire partager. Et le troisième point, c'est que pour faire tout ça, à la fois tenir la barre des grands projets, mais aussi vous donner des services au quotidien, nous avons fort heureusement une équipe d'élus, une équipe d'agents et de cadres que je remercie toutes les deux, ces deux équipes. Nous avons des citoyens comme vous, exigeants mais constructifs, c'est toujours l'idéal. Et puis nous avons des ressources financières qui sont ce qu'elles sont. Et c'est un petit peu là-dessus que nous avons voulu, pendant le débat d'orientation budgétaire, qui était également retransmis sur Facebook Live, que vous pourrez retrouver intégralement dans le site municipal, mais aussi sur le deuxième débat qui a eu lieu il y a 15 jours, sur les chiffres du budget. Nous avons voulu exprimer une vigilance absolue sur l'évolution des tendances financières. Ce qui se passe, c'est que on va faire simple, nos ressources sont plutôt plafonnées ou en réduction, et nos dépenses sont maîtrisées, mais plutôt à la hausse. Parce que les ressources en réduction, ce sont celles de l'État, et encore une fois, n'y voyez pas la moindre implication dans l'élection présidentielle nationale, mais il est un fait, et on l'a donc rappelé, que si on prend les dotations générales de l'État, des sommes
critères de la commune, sur une période on va dire de 8 ans, elles ont perdu 1 million d'euros par an. Donc vous voyez que c'est une somme extrêmement significative et qu'il faut bien compenser d'une manière ou d'une autre. Et quand je dis ces dotations générales, elles ne sont pas compensées dans notre cas par des dotations particulières, soit parce qu'on serait un petit village désertifié, soit parce qu'on serait une grande ville qui ferait un peu trop parler d'elle. On est entre les deux et on en est fiers, mais ça ne nous amène pas de ressources complémentaires d'aide exceptionnelle. Ça, c'est les ressources de l'État. Les ressources qui nous viennent de la communauté d'agglomération Creil-Sud-Ouest, dont nous faisons partie, elles sont plutôt stables, mais pas à la hausse, puisque en fait toutes les ressources venant des entreprises, les ressources d'exploitation venant des entreprises, sont orientées vers la communauté d'agglo, qui ne nous redonne qu'une dotation annuelle. Et cette dotation, elle est effectivement plutôt stable, mais toutes les créations d'entreprises nouvelles ne nous profitent pas, même sur nos territoires, sauf sur la taxe foncière. Et c'est pour ça que c'est finalement le seul impôt aujourd'hui qu'il nous est possible d'augmenter quand ça devient nécessaire. Les autres ressources qui sont stables, sauf action de notre part, c'est les ressources qui viennent de la population, notamment que ce soit les tarifs des usagers ou les taxes d'aménagement qui nous restent effectivement encore avec la taxe foncière qu'il est possible que nous percevions. Voilà. Donc ça c'était le contexte, et c'est vrai que l'effritement des ressources de l'État se confirme. Les dépenses par ailleurs, même si elles sont maîtrisées en termes de frais de personnel et autres charges, sont quand même structurellement un petit peu à la hausse, soit parce qu'il y a ce qu'on appelle le glissement vieillesse-technicité, c'est-à-dire l'augmentation assez naturelle du salaire des fonctionnaires avec leur ancienneté, leur passage d'échelon et de grade, soit parce que les charges générales prennent un renchérissement lié à l'inflation qui est plutôt à la hausse. Donc, premier problème particulier de 2022. Deuxième problème, et il est très important, c'est l'augmentation du prix de l'énergie qui, sur une année comme 2022, a été estimée pour le budget à plus de 50%, que ce soit sur le gaz ou l'électricité. Et alors même que nous nous sommes protégés avec un contrat particulier avec le syndicat d'énergie de l'Oise, avec des contrats particuliers. Donc ça c'est un point très important. Comme vous l'avez compris, les incertitudes liées à la crise sanitaire qui est devenue économique, et aujourd'hui les incertitudes liées à la crise militaire qui devient économique, nous ont amené cette année à considérer que le contexte économique était beaucoup moins favorable que d'habitude. Et c'est pour ça que, pour tenir, tout en les rationalisant, nos dépenses, et quand je dis rationaliser, c'est que nous avons concentré nos dépenses sur la dépense qui était prévue depuis le début du mandat, la rénovation complète du stade Pascal Grousset. Donc c'est la dépense importante de l'année, et elle est absolument nécessaire parce que ce stade a 40 ans et il était en grande difficulté pour tous les utilisateurs, et ils sont nombreux, c'est loin d'être que le club d'athlétisme, mais tous les scolaires, sans parler du stade de foot qui n'était pas touché, du terrain de foot qui n'était pas touché. Beaucoup d'utilisateurs, une grande difficulté depuis quelques années parce que le stade avait son âge, donc il fallait engager cette dépense importante, et on l'a fait aussi parce que nous avons eu des subventions particulières à l'occasion de la préparation des Jeux Olympiques. Le taux de subvention du conseil qu'on appelait général, qui s'appelle maintenant conseil départemental, est de 50%, sans parler des autres subventions que nous avons déjà obtenues de l'agglomération et que nous espérons bien obtenir de la part du conseil régional. On a une déception que j'ai exprimée déjà sur le manque absolu de subvention de l'État sur ce projet, ce qui est une confirmation de ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur le fait qu'on n'est pas souvent dans la bonne case en termes d'aide. On n'est pas assez en difficulté.
Donc il fallait faire cette dépense, il fallait en faire quelques autres qui sont budgétés et sur lesquels on peut revenir. Mais la nouveauté de l'exercice, c'est que pour équilibrer tout ça, on restreint les dépenses, on fait toujours plus d'efforts de recherche de subventions à tous les niveaux administratifs. Il faudra peut-être un jour également pour certaines dépenses aller chercher du côté du mécénat des entreprises. Mais pour ça, il faut bien caler les choses de manière à ce que la recherche de subventions privées se fasse dans le respect du rôle de chacun. Et nous avons dû donc nous interroger encore davantage sur les recettes. Alors, l'orientation a été de demander un effort à tous, à la fois à la population actuelle et à la population future. La population actuelle, c'est que nous travaillons sur un relèvement limité de la taxe foncière, à la fois sur les propriétés bâties et non bâties. C'est un relèvement limité et c'est un relèvement qui ne fait que revenir sur la baisse qui avait été décidée il y a 2 ans. Mais c'est quand même un signe, puisque pour l'équipe qui est là depuis 2008, c'est la première fois que nous remontons les taux d'imposition. Et ce n'est pas de gaieté de cœur. L'autre levier a été de réfléchir, et c'est encore en cours pour les prochains mois, à un relèvement limité également des tarifs pour les usagers, à la fois sur les services à l'enfance et les services culturels. Donc je dis bien limité, et on aura l'occasion d'y revenir au prochain conseil municipal, puisque c'est là que ce sera mis en délibération. Le principe est de faire une grande différence entre les plus bas revenus et ceux qui sont un peu plus confortables. Le principe est également de faire une vraie différence entre les habitants de Saint-Leu et les populations extérieures à Saint-Leu. Je parle des communes voisines qui souvent n'ont pas autant de services que nous et dont les habitants peuvent profiter déjà avec un prix plus élevé, mais c'est la différence qui sera en débat. Et puis le principe est bien entendu de toujours communiquer sur le rapport qualité-prix, je dirais, des services publics. Et sur ce point, nous continuons à progresser, nous continuerons à progresser encore, nous sommes ouverts à d'éventuelles critiques, mais l'important c'est de ne pas juger que le tarif, mais aussi le service qui est rendu en fonction de ce tarif. Ça c'est le deuxième levier d'augmentation des recettes. Et le troisième, c'est le recours limité également à l'endettement. Je dis limité par rapport à d'autres opérations d'endettement qui avaient pu avoir lieu il y a environ 5 ans sur le mandat précédent. Et là, on est sur un chiffre beaucoup plus limité qui est de 950 000 euros. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que l'endettement total va augmenter de 950 000 euros, puisqu'on continue à rembourser plus de 400 000 euros par an. Donc vous voyez, l'endettement va progresser de 500 000 euros, en sachant que nous l'avons depuis 2018 diminué de 1 700 000. Donc voilà, moins 1 700 000, plus 500 000, on voit qu'on reste encore quand même très en dessous du niveau d'endettement qui avait été atteint, et il faudra continuer, bien sûr, à viser le désendettement. Par contre, là, l'emprunt d'équilibre était devenu nécessaire, et encore une fois, ce n'est pas de gaieté de cœur. Moi, j'ai l'honneur d'être votre maire depuis 2008, avec une interruption volontaire de 2014 à 2018, et c'est la première fois que je signerai cette année un contrat d'endettement. Donc, on va éviter de faire ça trop souvent. Et ça nous remotive à l'idée d'aller chercher beaucoup d'autres ressources pour que, bien entendu, ce ne devienne pas une facilité que de transférer la charge des équilibres budgétaires aux générations futures. Voilà un petit peu le rappel de l'équilibre du budget tel qu'il s'est construit. Je peux revenir en cas de question sur les dépenses de l'année, mais ce que je vous propose, c'est peut-être de passer la parole à Stéphane Hautecoeur, peut-être pour vous parler de l'organisation des élections, parce que c'est quand même un élément de citoyenneté qui est toujours bon de connaître, toutes ces personnes qui sont mobilisées pour que ce moment démocratique, extrêmement important dans un pays comme le nôtre, se passe bien, et le fait qu'il se passe sans problème ne veut pas dire qu'il s'est passé sans mal et sans travail. Merci Stéphane.
Eh bien, bonjour à tous, merci d'être présents comme à votre habitude pour ce Facebook Live. Effectivement, il y a 10 jours déjà, nous avons organisé les premiers tours des élections. Demain, le deuxième tour des élections. Alors, je tiens déjà à remercier les services, puisque, imaginez, pour que ça se passe bien, il y a beaucoup de travail. Il y a eu quelques modifications cette année avec les délégations qui ont pu être vues. Maintenant, les services travaillent encore en ce moment même. Les services de l'accueil sont en train de travailler sur toutes les procurations que vous avez pu faire, même si les procurations étaient allégées via Internet et puis après la signature en gendarmerie. Mais jusqu'à demain matin, 7h30, les gendarmes viendront apporter les procurations au service. Et puis aussi les installations, puisque l'installation, il a fallu tout organiser de façon à ce qu'il n'y ait pas de croisement. Nous sommes toujours à la sortie de la Covid, donc on a pu organiser avec les services ce cheminement aussi bien en mairie par l'entrée principale et la sortie par la salle cheminée, la grande salle où il y a donc cette cheminée, pour ceux qui la connaissent, voient très bien de ce que je veux dire, ou sinon pour le stade à Pascal Bousset, dans le gymnase, vous avez l'entrée par la porte de gauche et la grande sortie par la porte de droite, et à la salle agriculture, ce petit cheminement dans le bar, sans se croiser. Donc voilà, encore une fois, les services ont beaucoup donné, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'organisation, mais on arrive à faire quelque chose, et on a pu voir que même avec l'organisation avec 19h, donc je rappelle aussi c'est demain soir, donc les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 19h, donc n'hésitez pas à passer nous voir, et le temps après, bien sûr, nous cherchons aussi des scrutateurs, donc pour ceux qui ne l'ont jamais fait, les scrutateurs sont les personnes qui ouvrent les enveloppes et pour donner les résultats donc finaux, et nous avons aussi nous avons une personne des sondages qui vient et qui sera à la barre, à la salle agriculture, donc qui viendra recueillir les premières centaines d'enveloppes et qui transfère directement pour donner les sondages directement aux journaux télévisés, comme vous pouvez le suivre certains. Est-ce que Stéphane, tu peux nous donner un chiffre sur le nombre de personnes finalement sur la journée qui sont mobilisées pour l'organisation de ces élections? Alors, hormis les astreintes, puisqu'on a le personnel d'astreinte, nous avons 8 personnels administratifs qui travaillent tout au long de ces journées. Et tout au long de ces journées, c'est 7h jusqu'à 21, 22 heures, selon le temps qu'on mettra à dépouiller. Donc, vous voyez, ça fait des grandes amplitudes. Et au niveau élu, nous avons à peu près 25 personnes, 25 élus ou citoyens qui veulent bien aussi tenir les bureaux de vote. Donc, je rappelle que c'est un choix, et vous pouvez à n'importe quel moment vous faire connaître si vous voulez tenir le bureau de vote avec les élus. Je rappelle qu'au mois de juin, il y aura 2 tours d'élections législatives, donc le 12 et le 19 juin. Donc si jamais déjà vous seriez libre et vous seriez intéressé pour tenir les bureaux, n'hésitez pas à vous faire connaître à l'accueil ou auprès de vos élus quand vous les rencontrerez donc demain. Et puis il y aura quelques modalités à vous expliquer, puisque le code électoral prévoit les horaires selon la présence des personnes, mais c'est avec plaisir, et pour les personnes qui l'ont déjà fait, vous vous rendrez compte que c'est très intéressant et on apprend beaucoup de choses. Donc voilà, donc je rappelle, 25 élus ou citoyens, plus 8 personnels qui travaillent sur ces grosses amplitudes. Plus au niveau du dépouillement, donc des scrutateurs, qu'on va pouvoir estimer à une cinquantaine finalement. Alors, scrutateurs, c'est 16 scrutateurs par bureau de vote, ce qui correspond à 4 tables. Pour faire un discours électoral, quand vous avez 4 isoloirs, vous avez 4 tables de scrutateurs, et une table de scrutateurs est de 4 personnes, je vous laisse imaginer, donc 4 x 4, 16, multiplié par les 3 bureaux de vote. Donc voilà, on a besoin de toutes ces personnes, tous ces citoyens. Donc dès que vous pouvez voter, dès que vous êtes passé à l'isoloir, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès des présidents ou du secrétariat de chaque bureau pour demander et venir à partir de 18h50, on vous installe, et après le dépouillement, on estime que pour les scrutateurs, il faut compter une grosse heure et demie de dépouillement, et bien sûr après vous pouvez nous rejoindre au bureau centralisateur qui est à la mairie pour les résultats finaux sur nos 3 bureaux de la commune.
Donc au final, c'est 70 ou 80 personnes si on prend tout le monde là, justement, Ah ben, secrétariat. 25 plus 8 plus 34, 48, 50. ouais, c'est ça, plus 50. 80 personnes, voilà. Donc c'est le prix de la démocratie et pour que ça se passe bien et que tout se fasse en bonne intelligence. Voilà, merci Stéphane. Est-ce que alors Je te laisse la place et je vais voir s'il y a des questions. je vais revenir sur le fait que le budget est l'occasion de vous parler de l'avancement des 6 grands chantiers, puisqu'ils ont été phasés sur un document qui va au-delà d'un budget annuel qui s'appelle un plan pluriannuel d'investissement pour qu'on soit bien en phase sur les 6 ans de mandat. Mais il y a clairement des chantiers qui avancent plus vite au début du mandat et d'autres qui sont un petit peu calés au milieu ou en fin de mandat. Sur les 6 projets, je ne serai pas très long sur chacun, mais je veux quand même vous montrer qu'on est tous les jours en train de travailler sur leur avancement. L'ordre n'est donc pas un ordre de priorisation dans nos têtes, on s'engage sur les 6. Mais je commence l'avancement de l'aménagement des berges de l'Oise, et on a 6 km de berges qui sont un atout très important pour notre commune. Donc nous avons déjà eu l'occasion de dire que nous avons fait un gros élagage en aval du pont en 2019. En 2021, il y a eu un autre élagage sur le dernier kilomètre en amont de la commune avant d'arriver à l'écluse. Et puis ce qui va se passer cette année, c'est quand même des grandes manœuvres. Donc il y a une étude d'aménagement qui est conduite, qui est lancée par l'agglomération Cré-Sud-Ouest, qui a la compétence aménagement de voie douce. Donc là, il y a vraiment du lourd, je dirais, en termes de consultants, et il en faut un petit peu. C'est ça l'allusion que je me permets de faire au débat actuel. Il faut un bureau d'études pour travailler sur quel type de voirie on peut se permettre d'avoir. Donc là, c'est une année très importante au niveau de l'AXO pour imaginer quelle voirie peut être faite. Et puis au niveau de la commune, on ne reste pas inerte puisque ces berges sont un atout parce qu'on les valorise et vous le savez, nous avons créé depuis 2 ans une fête de la rivière en septembre qui sera reconduite cette année en coopération avec l'AXO mais avec une dimension particulièrement forte sur Saint-Leu. Et puis nous jouons notre rôle qui est notamment de rendre compatible le souhait d'aménager une voie douce et le souhait de réindustrialiser la zone du Renoir. Puisque je l'ai dit tout à l'heure, si nos ressources sont plafonnées ou en baisse, il faut donc se redonner des marges de manœuvre de recettes et la seule solution, c'est quand même de mieux occuper notamment un certain nombre de terrains de la zone du Renoir. Il y a un terrain de la Chambre de commerce qui n'a pas eu le destin qu'il aurait dû avoir il y a quelques années. Il y a un terrain actuellement inoccupé après la déchetterie, alors que ces 2 propriétaires ont les moyens effectivement de relancer une utilisation. Et il y a le parc à cendres, l'ancien parc à cendres de l'ancienne centrale thermique, qui est après le pont ferroviaire, qui est devenu une forêt, mais dont la taille, 25 hectares, rend possible qu'on ait amorcé une réflexion sur la question d'un parc solaire. Donc, j'ai eu l'occasion d'écrire, je vous le confirme, la réflexion avance du côté du propriétaire EDF. Donc voilà l'aménagement un peu des berges pour cette année. L'autre grand sujet, c'est la rue d'Armillère, qui est une route départementale numéro 12. Là, ça avance beaucoup aussi, puisque du point de vue de la commune, nous avons budgété des frais pour élargir sur le bas de la route, de la rue, l'emprise d'un trottoir qui n'existe pas actuellement, et à la place d'une grange qui, pour des raisons historiques, déborde sur l'alignement qui est un peu plus large ailleurs. Donc dès cette année, nous travaillons en très bonne intelligence, je pense, avec le propriétaire privé pour que la grange soit transférée à la municipalité, déconstruite, reconstruite quelques mètres plus loin et recédée à son propriétaire de départ avec un trottoir réel à la clé en plus. Par ailleurs, nous sommes engagés auprès des riverains pour qu'il y ait dès cette année des orientations de
provisoire de sécurisation et de ralentissement. Donc ce sera mis en place cette année à partir d'une perspective qui, elle, sera pour les 2 années d'après et qui, elle, sera définitive. C'est-à-dire que aménagement provisoire 2022, réforme des réseaux, travaux sur les réseaux 2023 et aménagement sécurité définitive 2024. Donc ça, c'est un gros chantier. Sur la bonne intégration du nouveau quartier des 3 étangs, le projet de l'aménageur Fulton est très cadré au niveau urbain par la commune depuis des années et des années. Donc vraiment des bonnes nouvelles cette année. Vous voyez bien sûr que les bâtiments sont sur le point d'être livrés, les premiers bâtiments, c'est-à-dire 29 logements privés dès les prochaines semaines et 41 logements sociaux en septembre, gérés par le bailleur Clisance, avec des recommandations de la ville en termes d'attribution de logements qui sont en train d'être travaillées en ce moment à partir des candidatures nombreuses qui ont été reçues récemment, mais aussi de toutes les candidatures anciennes pour des mutations ou des entrées dans des logements aidés sur lesquels nous travaillons en permanence. Il y aura également dès cette année, on va dire au mois de juin, l'ouverture du jardin public qui est au cœur du quartier et auquel nous tenions beaucoup, qui pousse bien et qui permettra vraiment d'entrer complètement dans cette zone, quelles que soient les personnes concernées, et évidemment pas que les habitants, nous le souhaitions évidemment. Et puis il y a les autres tranches qui avancent. La résidence senior de 70 places a commencé à s'élever, vous l'avez peut-être vu de l'autre côté de l'étang. Un permis de construire a été reçu pour une nouvelle tranche de bâtiments un peu équivalents aux bâtiments privés qui sont en train d'être livrés. Nous avons pris un peu de retard, le projet a pris un peu de retard sur les locaux artisanaux, et pourtant il y a quelques pistes, mais il faut concrétiser tout ça. Voilà, donc ça c'est l'avancement. Ça fait donc 3 projets. Ce qui est clair, c'est que il y a des projets qui sont un peu plus repoussés pour des raisons d'amélioration. Par exemple, la maison de la petite enfance. On imaginait que ça s'ouvre plus vite, mais il vaut mieux faire les choses bien et nous avons souhaité depuis quelques mois nous rendre propriétaires du bâtiment alors qu'au départ nous envisagions de le louer à son propriétaire actuel qui est l'agglomération Creil-Sud-Oise. On s'est mis d'accord finalement sur ce que je peux qualifier de bon prix pour le racheter et comme ça les travaux qui seront faits viendront alimenter ou augmenter la qualité d'un patrimoine qui restera dans la commune. Et puis l'intérêt, c'est aussi qu'il y a un site plus large et que le projet s'est enrichi. Il y aura dans le bâtiment actuel des services de garde d'enfants, donc déplacement de la halte jeu communale qui existe déjà, déplacement du relais assistante maternelle qui va être lancé dans les prochaines semaines actuellement à la salle agriculture, et il y aura création d'une micro-crèche et déplacement également des permanences de la PMI. Donc c'est vraiment tout un pôle de garde et d'information, de garde d'enfants et d'information des parents qui sera vraiment, qui justifierait en soi qu'on parle de maison de la petite enfance. Mais nous en voulons plus et l'idée est maintenant de travailler sur la création d'un 2e bâtiment qui sera un local médical pour des praticiens médicaux et paramédicaux orientés sur la petite enfance, de manière vraiment à avoir un concentré de services au même endroit, mais pour le coup dans 2 bâtiments différents, et c'est ça qui a nécessité que nous retardions un petit peu le sujet. Il nous reste la requalification de la place de la République, et effectivement j'aurais passé en revue les 6 projets. On est encore dans la phase de travail sur le diagnostic et tout en ayant déjà consulté les riverains, des riverains de la place, mais aussi le propriétaire, ainsi que les commerçants, nous considérons qu'il faut encore travailler sur le diagnostic avec
les élus, et quand ce sera effectivement mûr, nous pourrons travailler sur le partage de ce diagnostic au niveau du conseil municipal. Ce qui veut dire que c'est après le diagnostic où il y aura un véritable saut dans des orientations qui sont lourdes, vous l'imaginez bien. On parle du cœur de ville, on parle d'un engagement financier significatif, on parle du fait que tout le monde se reconnaît dans cette place de la République, que les personnes y résident ou qu'elles y transitent. Donc nous allons plutôt effectivement travailler de plus en plus activement sur ce sujet en 2023, 24, 25. Voilà un petit peu l'état d'avancement de nos 6 projets qui nous mobilisent beaucoup, mais pas que, puisque, encore une fois, comme je l'ai dit, nous ne perdons jamais de vue la nécessité que tous les services à la population, il y a environ une trentaine de responsables de services qui sont regroupés en une dizaine de pôles de services. C'est ce niveau-là de service à la population qui est toujours plus développé dans les limites financières que j'ai évoquées et qui nous amène souvent à redéployer, c'est-à-dire qu'on s'engage sur un niveau global de service à la population, on ne peut plus s'engager sur le fait que tout augmente toujours. Il y a des moments où on se réadapte à la demande, on se réadapte à des réflexions sur la comparaison entre le coût global d'un service et le nombre de personnes concernées. Il y a des moments où on considère qu'il faut faire des choix, et nous l'avons déjà fait, nous le faisons. Et nous le ferons encore. Voilà sur ce sujet. Est-ce que je peux redonner la main à Stéphane, peut-être pour réévoquer une politique qui est en train de se mettre en place dans différents quartiers, qui est ce qu'on appelle les boucles urbaines de stationnement. On aura l'occasion d'en reparler avec certains riverains d'ailleurs prochainement, mais je pense qu'il est intéressant de faire un panorama global de notre approche. Merci Frédéric. Effectivement, c'était dans notre programme, nous avions parlé de boucle urbaine sur l'ensemble de la commune. Une boucle urbaine, c'est quoi? C'est un sens de circulation à sens unique qui a pour but d'apporter des places de stationnement donc dans vos rues, qui a pour but de faire ralentir les gens qui passent par ces endroits, mais aussi, comme vous pouvez le comprendre, ce n'est pas adapté et adaptable à n'importe quelle rue de la commune. Donc avec la commission municipale de sécurité et de circulation, que je remercie, ils ont déjà eux-mêmes travaillé sur différents endroits, ainsi que la police municipale, que je remercie aussi, sur toutes ces boucles. Donc pour l'instant, rien n'est encore fait. De toute façon, comme disait Frédéric, dès que nous aurons des éléments factuels à vous présenter, on ira voir les quartiers un par un pour présenter donc ces boucles à sens unique. Maintenant, certains riverains nous ont déjà interloqués sur le sujet avec des problèmes de vitesse ou des problèmes de stationnement. Donc voilà, pour répondre à un maximum et dans l'intérêt de tous, on travaille beaucoup. Alors, je peux vous montrer le bas du plan puisque vous avez les quartiers comme nous avons déjà fait avec le quartier du Bas-Béthemont. Pour les habitants, donc vous voyez le quartier Bas-Béthemont avec la rue en sens unique de la rue Bas-Béthemont, et puis les rues Ampère, Volta, Vergès et Lumière aussi qui auront un traitement de place de stationnement. Il y aura aussi les quartiers, alors je ne sais pas si on va sur le plan, vous avez tous les quartiers autour des services techniques, en fait tout ce quartier sur la gauche de la rue de la Croix-Aude, donc il y a une réflexion avec l'étranglement de l'angle du cimetière, pour ceux qui connaissent, qui est dangereux. Donc il y a toute cette partie-là. Il y a la partie aussi du centre de loisirs, puisque aujourd'hui, vous avez pu profiter pendant 15 jours du centre de loisirs, mais la pertinence pour venir se stationner, puisqu'il y a quand même beaucoup de parkings qui ont été refaits au niveau de la Croix-Aude, mais trop peu utilisés. Donc il y a une réflexion de boucle urbaine aussi à cet endroit-là, quelques places de stationnement bien entendu, mais surtout une demande que l'ensemble des parents puissent stationner sur
sur les parkings, ce qui pourra rassurer et sécuriser tous les enfants qui empruntent les trottoirs de la rue Bunet. Nous avons aussi une réflexion, mais ça a aussi à voir avec la place de la République, avec rue des Forges et toutes ces choses, mais ça, on verra avec la réflexion de la place de la République. Les places aussi de stationnement, tout ce qui est déjà rues qui sont à sens unique, je pense à la Nicolas, Christine, Coquerel. Voilà, il y a plusieurs quartiers sur la ville qui vont pouvoir avoir ce traitement. Il y a des places de stationnement qui ont été créées aussi, rue Manoukian, rue Prévert. Des personnes de la rue Les Intrigulés nous interpellent aussi sur la possibilité de faire des places de stationnement. Ce que je disais, ça a vraiment pour but de faire ralentir et d'apporter un confort aux personnes qui reçoivent des gens ou pour mettre leur véhicule sur une place attribuée et qui n'est pas mis sur les trottoirs. Je rappelle que les trottoirs, ça sert, le code interdit le stationnement sur le trottoir parce que le trottoir est fait pour les piétons et les personnes avec des coussins et autres. Donc voilà, on est en train de redéfinir tous ces endroits. Donc n'hésitez pas, il y a plusieurs personnes qui nous interpellent. Voilà, les traitements vont être faits, ça prend un peu de temps, mais les services, encore une fois, et la commission municipale, ils travaillent. Voilà un petit peu pour dégrossir ce domaine, mais si vous avez des idées, des autres, revenez vers nous, vous avez toujours la page Facebook ou le site internet, le petit onglet contact et on vous répondra. Voilà Frédéric. Merci Stéphane. Alors je voudrais renforcer ce que Stéphane a très bien dit déjà. Le sujet de départ, il est lequel? C'est que on ne parle pas ici de la circulation de transit dans la ville, qui fera l'objet d'une autre intervention ou de multiples autres interventions de notre part, puisqu'on a la particularité d'être traversé par 3 routes départementales, plus une voie ferrée, et de ne pas forcément avoir pour l'instant ce qu'on appellerait une vraie déviation, mais on y travaille à nouveau, j'y reviendrai. On parle du trafic secondaire ou tertiaire dans la ville, et on parle surtout de la bonne coopération ou conciliation des besoins qui sont de garer ces voitures, parce que souvent, chaque foyer en a plus d'une. Conciliation avec la sécurité des piétons, et conciliation, c'est-à-dire la possibilité, et c'est un principe très important, de passer sur les trottoirs. Les trottoirs sont faits pour les piétons. Et conciliation avec la nécessité de restreindre, maîtriser la vitesse des véhicules qui sont toujours les nôtres. Là, on ne parle pas de gens qui viendraient de l'extérieur, où il est un peu facile pour nous tous d'oublier un petit peu de lever le pied. Et c'est ça qui amène à ce projet de boucle urbaine dans lequel il faut faire des choix. On ne peut pas à la fois avoir des rues où on maintient à double sens parce que c'est mieux, et puis en même temps demander des places de parking supplémentaires et exiger que les voitures réduisent leur vitesse. Donc effectivement, c'est ça qui nous a amené à dire on implante des places de parking légales sur la route, parce que s'il n'y a pas de place de parking légale, le stationnement est interdit sur la route. On libère les trottoirs, mais effectivement, dans certains cas, on le sait à l'évidence, on va demander aux habitants de faire quelques centaines de mètres de plus à chaque fois qu'ils sortent de chez eux. Voilà. Je sais bien que ça peut dépenser un petit peu d'énergie en plus, mais comme dans tout, les avantages que je viens de rappeler sont plus importants que le fait de devoir faire quelques centaines de mètres en plus. Ce que je voulais également dire, c'est que nous prenons le soin de rencontrer les riverains, alors soit avant la plantation, soit après, parce que parfois ce que nous pensions acceptable doit encore être expliqué, et pour ça notre moyen de procéder, c'est de demander à des habitants d'une rue de déléguer eux-mêmes 4 ou 5 personnes avec qui on peut avoir une réunion de travail un peu plus approfondie à la mairie pour tous ces sujets qui sont des sujets sérieux.
Voilà. Il y a une question, Frédéric, de Madame Dumoulin, Marie Dumoulin, qui demande si on pourrait créer des places de stationnement rue de la Croix-Aude pour quand il y a des invités ou pour les gens qui viendraient à la Croix-Aude. Alors j'ai juste envie de dire, en réponse comme ça, Madame Dumoulin, oui, juste pour répondre directement à Madame Dumoulin, pour connaître bien ce quartier, parce que j'habite pas très loin, vous avez derrière les bâtiments de la Croix-Aude, vous avez des parkings qui ont été refaits en partenariat avec Oishabitat. Donc il y a 4 ans maintenant, les parkings ont été refaits et l'arrière des parkings sont sous-utilisés. Vous avez même un petit aire de jeu pour les enfants, vous avez un endroit pour jouer aux boules. Donc n'hésitez pas, au contraire, avec vos invités, de leur dire de venir à l'arrière du parking et vous y trouverez plein de places. Voilà, c'est la question en direct de Madame Dumoulin. Non, mais je souscris à ça. Ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure, c'est la création de places de parking pour les motifs que j'ai évoqués, mais il est clair qu'il y a des places de parking dans toute la ville sous-occupées, tout simplement parce que, voilà, on est tous pareils. On aime bien avoir sa voiture sous l'œil le plus près possible de chez soi. Nous rappelons à cette occasion. Je me permets, Frédéric, quand tu dis une voiture, il faut savoir qu'on est dans la période des statistiques, que 80% des véhicules volés se trouvent devant chez soi. Donc de l'avoir devant chez soi n'est pas preuve qu'elle sera mieux gardée. N'oublions pas que nous avons aussi des personnes plus âgées sur la commune, des personnes retraitées, des personnes qui se promènent, et des fois d'utiliser les parkings publics, justement, où les grands parkings permettent qu'il y ait toujours une personne qui va un œil sur le véhicule, mais de l'avoir dans une petite rue, quelle qu'elle soit sur la commune, juste devant chez soi, je ne suis pas sûr qu'elle soit plus en sécurité que sur le parking public. Voilà. Il fallait le rappeler, et effectivement, on se rend compte qu'il y a des places possibles et que l'espace public est à tout le monde. Il n'y a pas de droit de priorité sur une place publique qui serait attribuée à l'habitant qui serait le plus près de cette place. Voilà, cela n'existe pas. Donc on peut tout à fait comprendre qu'il y ait des habitudes, qu'il y ait des accords de bonne volonté entre personnes, mais très sincèrement, il est normal que l'espace public soit utilisé par le premier qui passe devant. Et dans certains cas, sincèrement, à Saint-Leu-d'Esserand, il n'y a pas beaucoup de distance à parcourir pour retrouver une autre place. Je ne nie pas que le sens de l'histoire est bien qu'il y ait de plus en plus de voitures, ou en tout cas c'est largement réalisé depuis 20 ans, que l'espace n'était pas extensible de la même manière, mais il y a quand même et c'est pour ça qu'on veut recréer des places supplémentaires. Alors, Stéphane aura l'occasion de le redire lui-même, mais je le dis pour qu'il soit bien clair que ce n'est pas une lubie individuelle. On peut aussi avoir une réflexion sur la durée des stationnements dans l'hypercentre, et donc c'est le thème des zones bleues, donc Stéphane pourra détailler très prochainement beaucoup mieux que moi. Zone bleue, par contre, je le martèle, ça ne veut pas dire stationnement payant, ça veut dire stationnement limité en temps dans certains cas, et la question est par contre de réfléchir à la bonne durée de limitation et de le faire en bonne intelligence avec les commerçants. Il n'est pas question de leur donner l'impression, à moins du monde, qu'on réduirait l'accès de leurs clients aux boutiques. Une zone bleue, c'est même plutôt le contraire, ça permet d'être sûr qu'on fait tourner les emplacements les plus près des commerces pour avoir plus de clients. Voilà. J'en viens parce qu'il est quand même déjà moins quart. Juste une question, Madame Twenty, sur une place qui nous a demandé, et c'est vrai, une place PMR dans la rue de Boissy. Donc, bien sûr que nous avons pris en compte sa demande, bien sûr que c'est compliqué puisque nous sommes obligés aussi de respecter des normes au niveau taille de place, et puis surtout, nous sommes aussi sur la réflexion qu'une place PMR n'est pas privative, et ça je parle pour l'ensemble des places sur la commune, mais en plus, une place PMR ne veut pas dire que si vous êtes détenteur de cette carte, vous puissiez l'utiliser tout le temps, puisqu'il peut y avoir des gens de passage, des gens de visite qui viennent vous voir, des grands-parents ou autres qui auraient un handicap qui pourraient l'utiliser. Donc on a un souci sur la commune, enfin j'imagine comme dans beaucoup de communes, c'est les véhicules ventouses, des véhicules qui ne bougent pas,
des véhicules qui sont stationnés pendant une semaine, 15 jours, 3 mois au même endroit. Merci à tous déjà de faire attention et de bouger ces véhicules. Et on a aussi ces véhicules, malheureusement, de personnes qui ont un handicap, et c'est très grave et très important, mais je pense qu'il y a toujours plus handicapés que soi. Et merci d'être vigilant. Donc, juste pour rappeler, on vient de recréer une place justement PMR devant l'école Jean Massé, merci Frédéric. L'école Jean Massé pour permettre aux enfants qui ont un handicap, enfin aux parents surtout des enfants qui ont un handicap pour ces deux écoles de pouvoir se stationner. Donc dès lundi, les parents pourront utiliser cette place. Donc voilà, la réflexion est ouverte, mais maintenant merci à chacun aussi de respecter et de ne pas trop utiliser ou les places de stationnement pour tous ou les places PMR qui peuvent aussi servir, je vous dis, aux gens qui passent vous rendre visite. Merci. Merci. Je vais pouvoir revenir avant la fin sur le sujet que je voulais aborder maintenant, qui est donc la sécurité civile, la gestion de crise qui peut être liée à des risques majeurs. Je ne donne que quelques mots-clés et puis on va vous expliquer qu'on a plusieurs occasions dans les prochains mois de se reparler de ça beaucoup plus précisément. Pour gérer des crises graves, il y a les forces de secours et il y a les forces de sauvegarde. Les forces de secours, ce sont les pompiers, les gendarmes, ou la police selon les zones de France, l'armée éventuellement qui peut être appelée en renfort, les secouristes, associations agréées de secourisme. Et puis nous, mairie, et vous, citoyens, on fait partie de ce qui s'appelle les forces de sauvegarde. Alors nous, on est chargé de quoi ? On est chargé de diffuser une alerte sur une crise qui commence, de diffuser cette information à la population et aux citoyens qui peuvent être les plus concernés. On est chargé de coordonner effectivement les actions locales parce que les secours interviennent localement, mais ils se rapprochent toujours d'une mairie pour savoir ce qui se passe réellement. On est chargé de mettre en sécurité des bâtiments ou des espaces, que ce soit fermer des espaces verts en cas de tornade ou diffuser une consigne de confinement d'un bâtiment en cas de menace d'un autre type. On est chargé d'accueillir spécialement les populations en difficulté, qu'elles soient privées de leur logement parce qu'il est indisponible ou parce qu'il est inaccessible. On est chargé également en termes de sauvegarde d'informer la population tout au long de la crise. Et puis enfin, et ce n'est pas rien, d'assurer le retour à la normale. Une fois que le gros de la crise est passé, il y a quand même beaucoup de choses à faire pour revenir. Alors, quand on dit la normale, ce n'est pas forcément à la situation d'avant. Il faut aussi tenir compte et tirer des leçons d'une crise. Voilà. Donc ça, c'est le rappel. Ensuite, le document dans lequel tout ça est précisé au niveau de la commune s'appelle le plan communal de sauvegarde, du nom de la mission qui est la nôtre, PCS, donc c'est le plan hors sec de la commune. Il prévoit une cellule de crise, il prévoit différentes cellules opérationnelles, que ce soit pour alerter et informer, que ce soit pour mettre en sécurité, que ce soit pour accueillir la population, ou que ce soit pour organiser l'ensemble des ressources dont je viens de parler, parce que quand ça dure, il faut prévoir le renouvellement, les renforts, etc. Pour ça, les premières ressources qu'on mobilise, ce sont évidemment les services municipaux administratifs ou les techniques et la police municipale. C'est aussi les élus qui sont en votre nom, bien entendu, chargés de gérer la crise. Mais nous avons aussi la possibilité, d'après la loi, et nous voulons la mettre en place cette année, la possibilité de créer une réserve communale de sécurité civile. Réserve communale de sécurité civile avec des citoyens dont l'engagement passe par un contrat de bénévolat écrit, signé par la personne et par moi-même, au nom de la ville, ce qui, en termes d'assurance, permet de couvrir la personne. Alors, il ne s'agit pas de lui faire prendre des risques insensés, il s'agit simplement de reconnaître que ce n'est pas la même chose de se mettre en avant pour aider sa ville et de ne pas le faire. Les missions qui vont être confiées à cette réserve doivent être complémentaires avec tous les autres acteurs dont je viens de parler. On ne va pas leur demander de remplacer ni les services techniques ni la police municipale.
Nous avons par contre plein de cas où, en termes d'information, de diffusion d'informations, en termes d'aide au retour à la normale, il y a une place importante et intéressante pour les membres de la réserve communale. Voilà un petit peu le contexte. Pourquoi on a été amené à communiquer en termes d'informations préventives sur les sujets nucléaires? C'est d'abord que dans cette démarche de sauvegarde, on est toujours meilleur quand on est informé à l'avance. Et c'est pour ça que le plan communal de sauvegarde doit faire l'objet d'un rappel régulier auprès des citoyens. Il y a une synthèse qui s'appelle le document d'information communale sur les risques majeurs, qui va être remis à jour également cette année. Et il y a également des occasions d'information préventive. Nous avons choisi d'utiliser ce que l'actualité nous a mené malheureusement d'inquiétant en termes nucléaires il y a un mois et demi maintenant, pour communiquer de manière préventive sur la procédure de ce qu'on appelle les comprimés d'iode. Donc je ne vous relis pas le document que vous avez eu, mais je confirme bien que l'important était déjà de saisir l'attention, et je crois que l'objectif est atteint, de vous montrer que dans ce domaine qui évidemment est anxiogène par définition, la mairie a un rôle en bout de chaîne, c'est-à-dire que les comprimés sont stockés par l'État, ils seront diffusés via les communautés de communes et d'agglomération, et au moment où nous les aurons, on nous demandera de les distribuer très vite à toute la population. Et c'est là que nous avons déjà travaillé sur la procédure qui vous a été expliquée. Un lieu est choisi, une possibilité de venir à pied et en véhicule est prévue. Les modes de calcul sont transparents et vous avez le tableau dans votre document. Et nous avons besoin de distribuer à chacun ce qui lui est nécessaire, pas moins mais pas plus, parce qu'autrement forcément on court le risque d'être en pénurie. Et nous rappelons également que ce n'est pas la solution magique à toutes les crises liées au nucléaire. On est bien dans la situation où nous avons 24-48 heures pour organiser tout ça, et c'est pour cela que nous avons choisi de nous avancer un peu pour qu'il n'y ait pas en même temps toute la découverte de la procédure et la mobilisation dans le calme qui sera nécessaire à ce moment-là. Et c'est d'ailleurs un des sujets où le maintien du calme et d'un bon niveau de respect les uns par les autres sera sûrement facilité par l'existence d'une réserve communale de sécurité civile. Voilà un petit peu ce que je voulais redire. Est-ce que Stéphane veut compléter? Parce qu'il a beaucoup travaillé sur le sujet. Alors, voilà, je pourrais expliquer un petit peu peut-être plus simplement, et vous l'avez tous en plus vécu. Nous avons fait à la veille ou pendant l'épidémie de la Covid la distribution de masques. Nous avons eu une dotation de masques, et on a aussi notre personnel qui a cousu des masques pour vous protéger, pour nous protéger. Et on avait pu faire cette distribution sur le parking du collège. Donc c'est exactement pareil en fait, c'est se préparer à une distribution. On l'a fait rapidement pour les masques, et vous avez tous été contents, et encore merci au personnel qui ont cousu gracieusement plusieurs masques. Mais on pourrait l'avoir pour autre chose, on pourrait l'avoir sur une rupture de canalisation dans un bâtiment ou habitat où vous seriez 300 familles à avoir de l'eau, ce qui serait normal, et donc il y aurait une distribution d'eau. Donc on revient toujours pareil sur la réserve communale de sécurité civile, on pourra avoir des personnes qui nous aident pour cette distribution. Et ben, la prévention et la précaution qu'on vous a envoyé par ce petit flyer, c'était de se préparer pour dire que au final, est-ce que c'est grave, c'est pas grave, c'est pas nous d'en juger, mais dans tous les cas, une fois qu'on aura à disposition ces comprimés, on saura comment vous les distribuer, et vous savez par toute transparence combien on ferait pour votre famille, et le mode de calcul et la façon de se préparer en pré-remplissant ce document. Voilà, donc n'hésitez pas, de toute façon, encore une fois, il y a les réseaux sociaux, le site internet sont là, les échanges téléphoniques aussi, donc si vous avez des questions, revenez vers nous. Merci Stéphane. Donc, effectivement, je confirme que les prochains mois
vont d'abord être consacrés à la mise à jour, à la fin de la mise à jour du plan communal de sauvegarde avec tous les élus. Parce que comme je l'ai dit, il y a une cellule de crise avec un plus petit comité, mais il y a un travail dans les différentes cellules opérationnelles pour l'ensemble des élus municipaux que vous avez délégués pour ça, que ce soit pour gérer des crises ou pour organiser des manifestations. Le cœur de l'implication repose bien sur les élus municipaux. Mais dans le cas de la gestion de crise, qui peut arriver n'importe quand, jour et nuit, dans le cas d'un besoin important de renfort, il est important d'imaginer que les habitants contribuent à ce renfort. Et c'est pour ça qu'on imagine plutôt une réunion publique à la rentrée en septembre, avec tous ceux qui seraient intéressés par la démarche et qui seraient prêts et qui seraient désireux d'en savoir, de rentrer un peu plus dans les détails, un peu plus que, bien sûr, nous l'avons fait aujourd'hui. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire à ce stade. Je vais consacrer dans ce cas-là les quelques dernières minutes à vous confirmer que nous sommes toujours attachés à ce que parmi tous ces services à la population qu'il faut maintenir à un haut niveau, ça se passe bien également pour les services commerciaux. Donc vous voyez que depuis la semaine dernière, nous avons le retour du boucher de la rue Sauveterre. Nous avons proposé, sans que ce soit un vrai redémarrage du marché, nous avons accepté que le primeur, le commerçant de primeur, soit présent en ce moment même sur la place de la République. Il y a dans le dernier bulletin municipal des informations sur l'arrivée également d'autres commerces ou la confirmation que certains commerces sont reconnus par différents labels. Voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça confirme que, encore une fois, nous ne sommes pas sur un désert commercial et sur un manque de vie à Saint-Leu-d'Esserand. On peut toujours faire mieux, et c'est d'ailleurs l'une des bonnes raisons de réfléchir activement au réaménagement de la place de la République. Est-ce que dans ce cadre de cet aménagement, on pourrait envisager quelques locaux commerciaux supplémentaires? Nous avons tendance à penser que ça pourrait être une bonne idée, tout en n'oubliant pas qu'il y a également des locaux, par exemple dans la rue des Forges, qui ne sont pas occupés et qu'il serait bon d'accompagner dans leur réaffectation. C'est ce que nous faisons, d'ailleurs, un certain nombre de candidatures. Voilà. Sur les chèques cadeaux, je vois qu'il y a effectivement une interrogation. Non, mais c'était peut-être pour rappeler, parce que tu valorises les commerçants, que l'ensemble. Voilà, c'est juste pour rappeler que l'ensemble de nos commerces et commerçants acceptent donc les chèques cadeaux que vous pouvez tout trouver en mairie. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ou ne se souviennent plus, pour tout chèque cadeau acheté 8 € par vous, celui-ci est valable d'un montant de 10 € dans l'ensemble de nos commerces. Donc si vous voulez faire honneur, Frédéric parlait du boucher qui vient d'ouvrir, ou je sais pas, la fleuriste ou le boulanger, comme ça je nomme un peu tout le monde, ou l'ensemble des commerces de la commune, n'hésitez pas à venir à l'accueil, prendre ces chèques cadeaux. Il y en a encore plusieurs disponibles, donc vraiment faites-vous plaisir. Et si on fait un petit calcul, c'est 20% d'économie bien sûr pour vous, et c'est la commune qui prend donc ces 20% pour bien sûr redonner à nos commerçants. Donc voilà, n'hésitez pas à ceci. Et je finis et je redonne sa parole. N'oubliez pas aussi que demain il y a aussi des élections, mais il y a aussi la commémoration. Donc pour les personnes qui seraient disponibles, on peut se retrouver à 10h45 au Monument aux Morts pour célébrer la déportation. Donc 10h45 au Monument aux Morts. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je repasse la place à Frédéric. Alors je serai bref, parce qu'effectivement, on ne va pas vous renvoyer, on ne va pas vous redonner la liste ici même des prochaines animations des prochains mois. Elles sont dans le dernier bulletin municipal, sur vos réseaux sociaux, sur le site internet, mais vraiment, maintenant qu'on peut avoir un petit peu de capacité à se regrouper sans être restreint par la situation sanitaire, profitons-en, redonnons-nous tout ce plaisir de nous croiser. J'évoque quand même un sujet qui est en train d'être travaillé, parce que c'est toujours bien de voir qu'on essaye à nouveau de créer de nouvelles animations. Un certain nombre d'adjoints, et notamment
le maire adjoint chargé des animations, Jean-Michel Mazet, ont travaillé, Stéphane aussi bien entendu, sur la possibilité de faire venir un cirque dans les prochains mois et sur un terrain municipal qui se trouve juste avant l'arrivée à la base de loisirs. Donc ce terrain, on avait envisagé de l'urbaniser à un moment. On a décidé depuis quelques années de le consacrer plutôt à des animations, que ce soit donc un cirque aujourd'hui, le débordement possible du parking de la base de loisirs. Il a été ouvert aussi récemment pour accompagner une animation particulière du club de football, un tournoi. Et puis demain, peut-être, c'est notre souhait, y positionner le champ de foire de fête foraine, parce qu'il a une très grande taille et beaucoup de qualité par rapport au site actuel qui est au bord de l'Oise et qui pose quand même, bien entendu, on le sait, quelques sujets de cohabitation. Donc voilà une dernière nouvelle piste et les dates vous seront données très, très vite pour que vous et vos enfants puissiez en profiter. Voilà, merci à tous, merci à Stéphane, sauf s'il y a une dernière question, non, je ne la vois pas. Très bon week-end à vous et à très bientôt. Au revoir.